Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce 4e épisode de Futsal Club, la seule émission 100% futsal. Un beau programme aujourd'hui, la rencontre en retard de la 6e journée entre Nantes et Toulon qui s'est déroulée ce week-end. Un focus sur cette équipe nantaise avec Christophe Benmaza, le manager général de Nantes Métropole, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Aujourd'hui, on parlera aussi de l'équipe en forme du moment, Mouveau-Lille, inarrêtable en championnat. Et puis à la mi-saison, c'est aussi l'occasion de faire un premier bilan sur les débuts de Ricardinho, la star d'Access après son arrivée en D1 cet été. Et puis on parlera de l'équipe de France qui affronte aujourd'hui l'Arménie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2022. Autour de moi, un beau plateau avec Florian Deslandes, vous l'avez découvert la semaine dernière. Il a été excellent et il est de retour. Comment ça va, Florian? Ça va super, merci. Christophe Benmaza, je vous le disais, le manager général de Nantes Métropole. J'imagine que ça va après cette belle victoire ce week-end? Ça va très bien, merci. Et puis mon fidèle acolyte, mon compagnon chaque semaine, Samir Djabali. Comment ça va? On a encore un très beau programme. Salut Yanis, bonjour messieurs. Ravi de t'accompagner encore dans ce nouveau numéro. On a tout plein de questions. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet avec cette rencontre qui s'est déroulée ce week-end, je vous le disais, samedi. Nantes, sur son terrain, a fait le spectacle face à Toulon. Une rencontre riche en buts avec un succès 5-4 des Nantais. Nantes qui a commencé très fort dans ce match en menant 3-0 après 15 minutes de jeu. Un triplé de Renatinho, des buts de Bendali et Fali côté nantais, un doublé d'Adama Dé et des réalisations de Fejao et Thiago pour Toulon. Une victoire de prestige pour Nantes face aux champions de France 2019. Avec ce bon résultat, Nantes reste 8e avec 17 points à égalité de Toulouse, Métropole et Paris Acaza, mais relègue son adversaire à 5 unités. Alors on va parler un petit peu de cette rencontre. Christophe, comment tu as vécu cette rencontre? Comme tout le monde, j'imagine, avec passion déjà. Bon, c'était un match assez ouvert, assez engagé. C'était vraiment intéressant de cette rencontre-là. Et puis forcément un dénouement favorable. Donc voilà, beaucoup de plaisir. Scénario plutôt stressant, vous avez commencé fort. Et puis après, ça s'est un petit peu compliqué. Il a fallu se battre jusqu'au bout pour aller chercher la victoire. Pas stressant parce que attendu. C'est une équipe qu'on connaît bien et on connaît leurs ressources pour se battre jusqu'au bout. On a souvent eu la mauvaise expérience d'être rejoint au score dans les dernières minutes, voire doublé. Voilà, donc là, cette fois-ci, la pièce est tombée du bon côté, et tant mieux pour nous. Mais c'est vrai qu'on a bien commencé, on a commencé fort. Ça nous a permis de prendre une bonne longueur d'avance assez confortable et de gérer derrière le match parce qu'ils sont revenus très très fort ensuite. Non, il y a eu un but à 40 secondes de la fin. C'est ça. On a cru que Toulon allait revenir. Ouais, je pense que tout le monde a eu l'image des demi-finales de play-off en 2019. Ouais. Ah, forcément. Et puis, il y avait eu un but à 14 secondes de la fin à l'époque, et puis finalement derrière, c'est Toulon qui était passé. Exactement. Florian, cette rencontre. Gros match des deux équipes. Nantes, c'est vrai que cette fois la pièce est tombée du bon côté. Grosse première mi-temps, beaucoup d'efficacité devant le but. Et puis Toulon, fidèle à elle-même, très très fort en power play, et qui revient et qui lâche jamais rien jusqu'à la dernière seconde. On l'a encore vu là avec un but à 40 secondes de la fin. Donc Nantes a bien tenu. Bravo à eux, et c'était vraiment un super match. Je tiens à dire aussi que c'était une superbe réalisation de la part de Ecom Events, le partenaire de Nantes en fait, qui retransmet les matchs. Donc, oui, ça fait toujours plaisir, comme Access le fait aussi, de pouvoir diffuser les matchs avec des commentaires de qualité. Voilà, exactement. Christophe, on traverse une période pas très simple. Quand il y a des matchs reportés, décalés, on fait comment pour maintenir la motivation des joueurs? Vous les avez déjà sentis démotivés ou pas entre les matchs? Non, cette année non. Après, il y a des périodes un peu compliquées parce qu'on a du mal à appréhender un avenir qu'on n'a jamais vécu, donc en l'occurrence le Covid. Nous, on a traversé une passe avec plusieurs joueurs touchés après le match à Toulouse début décembre. Donc c'est vrai que là, c'était quelques semaines un peu compliquées. On ne savait pas de quoi demain allait être fait, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait reprendre, on ne savait pas forcément s'il fallait maintenir le niveau athlétique ou couper tout de suite. Voilà, donc là, ça a été un peu plus compliqué. C'était une nouvelle expérience pour tout le monde, aussi bien le staff que les joueurs. Mais sinon, d'une manière générale, les joueurs sont d'abord passionnés. Donc forcément, voilà, s'entraîner, ils ont quand même la conscience d'être privilégiés et d'être les seuls à continuer à jouer. Donc voilà, ils en profitent à fond. Vous avez plutôt bien géré ce fait d'avoir des matchs en retard comme ça. Ça a été peut-être un peu différent pour Toulon. Toulon, cette saison, c'est un peu compliqué pour eux. On a l'habitude de les voir un petit peu plus haut au classement. Comment toi, tu as perçu cette équipe? Écoute, moi, je la vois toujours de la même manière, avec beaucoup de ressources, une équipe très qualitative. Flo parlait du power play qui était maîtrisé à la perfection avec une qualité de passe vraiment remarquable. C'est vrai qu'ils ont eu un mauvais début, je pense qu'il y a du doute qui s'est installé. Face à Access, on les avait déjà vus aussi intéressants, avec un trio, Fejao, Poupa, On pensait à ce moment-là que c'était un peu leur
leur coup de boost et qu'ils allaient remonter la pente. Finalement, derrière, il y a eu un petit coup de moins bien. Donc voilà, c'est une équipe qui est un peu sur le déclin. Je pense qu'ils doutent un peu. Ils sont attendus aussi, hein, forcément. Donc ils ont plus forcément l'effet de surprise qu'ils pouvaient avoir auparavant. Des joueurs qui vieillissent aussi un petit peu, mais voilà, ça reste une équipe quand même de très haut niveau. Florian, ton regard sur cette équipe toulonnaise? À Toulon, c'est comme disait Christophe, hein, c'est une équipe qui est toujours présente avec des gros joueurs, de la qualité. Effectivement, le groupe vieillit. C'est un groupe qui n'est pas toujours au complet au niveau de la sélection des joueurs. Ils ne sont pas toujours 12, souvent 8, souvent 9. Je pense que ça joue aussi ces petits détails au niveau des rotations. Et donc voilà, mais c'est toujours une équipe qui sera là et je pense que c'est une équipe qui va se maintenir haut la main quand même, je pense. Cette équipe de Nantes, elle a été intéressante parce qu'on a vu une force de caractère et une capacité aussi à maintenir le score qu'on n'avait peut-être pas vu depuis le début de saison. Aujourd'hui, Nantes est 8e avec 17 points. Le bilan après 13 journées, c'est 5 victoires, 2 nuls, 6 défaites pour une différence de but de moins 6. Vous êtes à 6 points du podium. Le prochain match, il va être important. Voilà, on jette un œil au classement pour voir cette position de Nantes 8e à égalité avec Paris et Casa et Toulouse Métro. Je vous le disais, les Nantais sont à 6 points du podium. Le prochain match, il est extrêmement important. On va le voir sur le calendrier. Nantes, c'est d'abord Toulouse, mais il y aura aussi un match qui va être très important face à Mouveau le 14 février. Oui, important dans la continuité de la progression. Le projet nantais, hein, on est transparent, on ne se cache pas les choses. Il est plutôt à moyen terme. On n'a pas la prétention de concurrencer les têtes de série comme Access ou Mouveau. Donc voilà, on a un groupe qui s'est installé avec beaucoup de jeunesse, beaucoup de potentiel. On travaille à moyen terme. Et puis là, à l'occasion d'affronter le leader du championnat, c'est un entraînement de plus, c'est un cap à passer supplémentaire, c'est encore des épreuves à passer pour notre groupe. Donc voilà, on l'attend avec impatience. Puis on a vu au classement que vous n'êtes pas décroché, vous êtes quand même à 6 points de Hérouville, qui est 3e. C'est quoi l'objectif pour Nantes dans ce championnat? Il y a 3 objectifs. Le premier, c'est d'être compétitif tout le temps et de ne pas refuser le jeu. On l'a vu contre Access, on les a reçus la première journée. On a eu la chance de les recevoir chez nous à Mangin. Et on n'a pas joué en bloc bas, on n'a pas fermé le jeu, on n'a pas refusé. Donc voilà, c'est d'être compétitif et d'afficher notre ADN, notre caractère, peu importe l'adversaire. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est forcément d'engranger le plus de points possible et de se sauver très rapidement parce qu'on veut aussi, on a conscience aussi que l'équipe première, c'est quand même notre vitrine, c'est quand même notre moteur. Il faut aussi que ça soit une équipe crédible. Donc la qualité nantaise, on veut l'afficher aux grands jours. Et puis le troisième, c'est le projet à moyen terme dont je te parlais, avec ce groupe composé de jeunes potentiels locaux. Et là, on a envie de leur donner de plus en plus de minutes de jeu, de leur faire confiance et puis de monter crescendo. À 6 points du podium, les joueurs ils sont conscients qu'il y a quelque chose à faire, peut-être, un petit truc à jouer. Moi, je leur dis aussi qu'on est à 10 points de la relégation. Donc, il y a un ventre mou où tout le monde peut battre tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Mais tout à l'heure, tu parlais de motivation. Ouais. Ce championnat-là qui est hyper ouvert, finalement, il est super motivant. Donc, les joueurs restent concernés. Ça, c'est top. Il y a un joueur qui vous tire vers le haut, on va dire, c'est Renatinho. Il a mis 3 buts ce week-end. Il est plutôt bien placé au classement des buteurs avec 10 buts. Ouais, il s'est bien replacé au début. On va voir le classement justement des buteurs. Ouais, effectivement, il a grappillé encore une place. Ouais, c'est un joueur qui est bien revenu au début de l'hiver. Il a eu du mal à prendre le rythme. Il est revenu, comme tout le monde, d'une période d'arrêt assez longue post-Covid. Il était revenu à Laval en D2 courant de l'hiver dernier. Il n'a pas joué jusqu'au mois d'août. Et puis, avec la fermeture des frontières, il a rejoint le groupe un peu tard. Voilà, il nous a rejoint tout fin août, quelques jours avant le match contre Access. Donc, il a pris du rythme sur ce match-là. Voilà, on a mis en place un plan décalé pour lui. On l'a sorti du groupe plusieurs semaines pour lui permettre de se préparer individuellement. Et puis là, il répond présent. Il est en forme physique, il est affûté, il prend confiance aussi. Donc voilà, il utilise tout son talent pour le plus grand bien de l'équipe. L'idée, c'est de s'appuyer sur des joueurs comme ça, étrangers, comme Renatinho, qui vous apporte un plus en termes d'expérience, et aussi de créer un collectif avec des joueurs formés au club, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. En fait, on part de notre potentiel, qu'on connaît, aussi bien le staff que le groupe de joueurs, et on essaie de le bonifier et de le compléter avec les ressources manquantes. On n'a pas tout sur le territoire, ni en local, ni même en France, donc on essaie de récupérer après des joueurs qui peuvent apporter une plus-value, soit sportive, soit humaine,
soit les deux comme le fait Renato. Tu parlais de faire du club justement une vitrine. La stratégie justement du manager, c'est quoi? C'est quand tu fais l'effectif, tu recrutes comment? Est-ce qu'il y a des détections qui sont faites? Est-ce que l'idée c'est peut-être aller chercher des joueurs confirmés du championnat de D1? Est-ce que l'idée c'est vraiment de recruter vraiment dans la région? C'est quoi la stratégie en fait du club? La strat, elle est d'abord de communiquer. Voilà, de savoir qui on est, ce qu'on veut faire, vraiment ce qu'on véhicule comme valeur et comme travail au quotidien. Une fois qu'on a communiqué, on s'attache à savoir qui est conscient de ce qu'on fait et qui a plaisir à voir ce qu'on fait, voilà, qui adhère à notre projet. Donc on veut d'abord des hommes qui ont un cœur de bosser avec nous, voilà, et puis qui veulent s'installer sur le moyen terme quand même. Je te disais, hein, la strate de Nantes, c'est vraiment de s'installer à long terme, de pérenniser le club au plus haut niveau et d'être une locomotive du futsal français. Alors, on ne l'est pas forcément sportivement au même titre qu'Access. Voilà, on a un effectif différent, des ambitions clairement différentes, mais on est une locomotive à notre niveau avec d'autres choses, pas forcément sur le terrain tout le temps. Donc voilà, on a un projet qui n'est pas meilleur, hein, mais qui est différent des autres. Donc on s'attache vraiment à le communiquer et après à s'attacher les services de gens qui en sont convaincus. Tu sens qu'il y a de l'engouement autour du club? Par exemple, je ne sais pas si tu en parles avec les joueurs, est-ce que, je sais pas, ils te disent quand il y a une pépite dans le secteur, dans le coin, ils t'en parlent, ils te donnent des noms? Est-ce qu'à l'inverse, tu sais s'il y a des jeunes dans la région qui sont intéressés par le projet? Tu as des retours? C'est encore compliqué, on ne va pas se mentir, parce que qui dit jeunesse dit championnat adapté. Et voilà, aujourd'hui, les outils mis à disposition et par la Fédé et par nos ligues régionales sont pas forcément des outils adéquats pour le haut niveau. Donc un gamin qui est très bon, le sortir du foot pour l'emmener vers le futsal, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué parce qu'il y a cette période de latence où il est encore en formation ou post-formation et il n'est pas forcément prêt à jouer tout de suite en D1. Et donc là, il est un petit peu dans l'expectative. Voilà, là, c'est compliqué. Donc oui, mais sinon, on essaye. Hein. On a un œil sur le championnat de football, sur le championnat de futsal. On a un œil sur nos clubs voisins et on essaie de travailler avec eux pour nous profiter de leur talent et puis aussi leur apporter nos ressources. Allez, on va avancer pour regarder le programme de cette semaine en D1. Il y a des matchs programmés malgré la semaine internationale. Il y aura des rencontres prévues ce week-end avec, vous le voyez, Paris-Akaza Access qui a donc été reporté. Mouveau qui affrontera Toulouse samedi 6 février à 16h. Toulon qui défiera Béthune à 19h. On va parler justement de cette équipe de Mouveau que vous allez rencontrer prochainement. Mouveau, c'est tout simplement la sensation de cette première partie de saison en D1. Les nordistes qui sont seuls invaincus dans ce championnat. Ils ont battu Access le 20 janvier dernier. Ils ont fait un match nul contre Garges. C'est le premier point qu'ils perdent cette saison. Mouveau est leader avec 11 matchs, 10 victoires, 1 nul, 31 points, 1 de plus qu'Access. Dans les prochaines semaines, ils affrontent Toulouse, on l'a vu, le Sporting, Nantes. Ça fait peur un peu de les affronter? Non, pas du tout. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on travaille au quotidien. C'est pour des matchs de haut niveau comme celui-là. Alors, Mouveau, Access, voilà, c'est des adversaires qu'on respecte, mais qu'on a hâte d'affronter. Florian, tu attendais une équipe de Mouveau aussi performante à ce niveau-là? Mouveau, c'est pas un projet nouveau, hein, donc ça fait plusieurs années. Un des deux, ils ont gagné le championnat haut la main, que des victoires. Voilà, le club se structure avec beaucoup de joueurs de grande qualité, donc c'est pas du tout une surprise. Et il faudra compter sur eux jusqu'à la fin de la saison. Et puis pour le match face à Nantes, comme disait Christophe, c'est un match qui peut même remporter, je pense. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Nantes joue les matchs à fond. On l'a vu contre Toulon, hein, ils n'ont pas reculé. Ils sont allés au pressing, donc je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise, entre guillemets. Mouveau qui s'est renforcé avec le gardien Joëvin Duro, gardien de l'équipe de France qui vient de Belgique. Oui, il est arrivé là, cette semaine de Belgique, parce que le championnat est arrêté là, depuis octobre, à cause de la crise sanitaire. Donc un beau renfort au poste de gardien. Donc là, ça fait vraiment deux belles pointures à ce poste-là. J'allais poser la question justement, est-ce que Mouveau peut rester invaincu? Mais tu as un petit peu répondu juste avant. Nantes peut peut-être les battre. Donc vous y croyez vraiment? Enfin, les joueurs, ils savent qu'il y a un coup à faire vraiment? J'espère bien qu'ils y croient. On va pas se déplacer et faire 1000 km pour faire de la figuration. Donc non, bien sûr, à partir du moment où on rentre sur le terrain, c'est pour performer. Après, on va pas se mentir. Ils ont un effectif de très grande qualité où l'expérience et les qualités intrinsèques sont différentes de la feuille de match nantaise. Voilà, ça c'est sûr. Après, sur un match où tu es possible, la stratégie qu'on travaille là pendant 15 jours avant de les affronter, elle est cohérente. Donc voilà, il faudra sûrement un coup de pouce du destin et un peu de réussite, mais un bon résultat est possible là-bas. Après la victoire face à Access, la grande question que l'on se pose aujourd'hui, c'est clairement défini. Ce sera une course jusqu'au bout entre Mouveau et Access. Toi, tu vois les choses comment? Tu mettrais une pièce sur un des deux pour la suite? Non,
C'est compliqué de se projeter. Voilà, moi, je mettrais Access en favori. Pour l'expérience et les ressources qu'ils ont, je pense qu'ils vont se refaire. Et puis l'histoire est belle. Voilà, entre guillemets, l'équipe star qui se fait battre, qui va s'accrocher jusqu'au bout. J'attends le match retour avec impatience. Mais voilà, écoute, c'est compliqué de dire aujourd'hui quelle sera l'issue du championnat. Les deux équipes ont des effectifs de grande qualité, des projets différents. Mais ils sont capables tous les deux de remporter ce titre. Le fait que Access joue la Ligue des Champions et jongle entre donc Ligue des Champions et le championnat, est-ce que finalement c'est peut-être pas un avantage pour Mouveau justement? Je pense pas, non. Ça donne du rythme. En plus, il y a des trous avec le Covid, il y a des matchs reportés. Je pense que justement c'est une bonne chose. Et ils ont 2 objectifs, le championnat et la Ligue des Champions, donc ils sont focus là-dessus. Donc non, je pense pas, au contraire. Je pense que c'est une bonne chose pour eux. Aujourd'hui, des projets comme Access, comme Mouveau, ce sont des projets qui permettent au championnat de France de se hisser toujours un petit peu plus haut et d'emmener un petit peu les autres clubs derrière eux. Qu'est-ce qui manque? On sait que les moyens financiers sont forcément importants, mais est-ce que ça peut aussi engendrer de nouveaux projets ou à certains projets déjà en cours de se développer et de renforcer un petit peu notre championnat? La chose qui unit Mouveau et Access, c'est de faire les choses à fond. Voilà. Donc s'il y a bien un conseil qu'on doit donner à l'ensemble des clubs, c'est de faire les choses à fond. Je parlais tout à l'heure de Nantes. Nous, on n'a pas le même projet qu'Access et Mouveau. On a un projet qui est différent, mais ce qu'on fait, on le fait à fond. Voilà. C'est de s'investir aussi dans tous les domaines, que ce soit la formation, mais aussi la communication, le développement du marketing. C'est exactement ça. Des éléments qui sont importants aujourd'hui dans le développement et la promotion du sport. Chaque club a ses moyens, a son territoire à animer. Mais chaque club a le devoir de faire les choses à fond, de les faire proprement. On a une image à véhiculer qui est importante. Christophe, justement, il y a un petit peu moins d'1 an que tu avais accordé une interview avec Au-Foot où tu disais nous manquons de visibilité pour finaliser les montages des budgets, peut-être presque 1 an plus tard. Est-ce que c'est toujours une réalité? Est-ce que ça s'est amélioré ou est-ce que ça s'est empiré au contraire? Il y a eu de l'amélioration ou pas depuis cette déclaration? C'est fluctuant dans le contexte sanitaire actuel. Voilà, on ne sait pas trop quelle sauce on va être mangé. Aujourd'hui, c'est stable et on a bien anticipé les choses. On a moins de visibilité sur le post-Covid et les répercussions chez nos partenaires financiers, privés ou institutionnels. On a moins de visibilité. Mais c'est toujours une réalité dans son ensemble. Le futsal manque de visibilité, a du mal à convaincre les partenaires, quels qu'ils soient. Est-ce que vous en parlez au sein du club, justement, même avec le staff, avec les joueurs? Est-ce que vous vous dites, Yanis parlait du projet de Mouveau, de Access. Est-ce que déjà ça donne pas envie? Puis intérieurement, vous vous dites, est-ce que nous aussi, on ne peut pas essayer de suivre ce wagon, imiter? Puis est-ce que vous pensez que c'est faisable? Alors, suivre les ambitions, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Suivre le rythme, il va le falloir forcément, parce que sportivement, si tu ne rivalises pas à un moment de temps, si ta locomotive s'arrête, ton train n'avance plus. Après, on va le faire différemment. Nous, on veut convaincre, on veut être crédible, mais pas forcément que par le sportif. On a aussi la conscience de dire qu'on ne va pas se brûler les ailes. Moi, concrètement, pour te parler très franchement, aujourd'hui, je ne suis pas capable d'aligner le même budget que les 2 clubs dont on parle. Donc, je ne vais pas essayer de faire quelque chose à moitié pour me brûler les ailes. Je vais me concentrer sur les secteurs que je maîtrise et continuer de bosser pour que ce club-là reste en D1. Et ça sera très bien comme ça. Justement, tu parlais de budget. Le budget, ça permet forcément de ramener des stars. Et on va faire le bilan. Oui, c'est l'heure du bilan pour une star qui a débarqué cet été dans notre championnat. Je parle bien sûr de Ricardinho, la superstar de 35 ans, élu 6 fois meilleur joueur du monde. Il a apporté une exposition considérable à Access et au championnat français. 11 matchs, toutes compétitions confondues, donc 9 matchs de championnat, 2 de Ligue des Champions. Il a mis 5 buts, 3 contre vous, justement, lors de la première journée. Il était en grande forme et ça ne vous a pas réussi. 2 buts contre Toulouse Métro aussi. Malgré ça, voilà, les stats, elles sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendait de Ricardinho. Alors oui, il a apporté une exposition importante. Il doit avoir aussi sa part de sa contribution dans le parcours d'Access en Ligue des Champions, notamment avec son expérience. Mais on reste un petit peu sur notre fin, peut-être au niveau statistique. On ne retrouve pas peut-être le Ricardinho qu'on a pu voir à l'Inter Movistar ou avec la sélection portugaise. Au niveau statistique, c'est sûr qu'entre guillemets, il peut toujours faire mieux. Mais après, voilà, ce qu'il a rapporté, c'est un peu le package avec Velasco, Ortiz, Humberto. Ils sont tous venus de l'Inter. C'est ça, surtout. Oui, forcément, ils sont venus pour accompagner aussi Ricardinho dans son projet. Et comme il le dit si bien, lui, c'est quelqu'un d'assez humble. C'est pas parce qu'on a Ricardinho, Ortiz dans son équipe qu'on va tout gagner. D'ailleurs, il y a du travail, il y a de l'humilité, il y a du partage surtout. Et c'est ça aussi. Parce que moi, quand je vois un match d'Access aujourd'hui, je vois pas Ricardinho, en fait. Et c'est ça qui est bien. De ne pas se focaliser que sur un joueur, mais plutôt sur un ensemble.
C'est vrai que dans les matchs importants, par exemple sur le dernier, l'homme qui est ressorti, c'était Abdessamad Mohamed et pas forcément Ricardinho. Donc voilà, ça prouve aussi qu'il n'a pas voulu se mettre en avant, parce que les plus grands clubs le voulaient. Lui, il allait à Access. Donc au final, ça prouve bien qu'il veut apporter son expérience et non pas lui se mettre en lumière. Après, il y a une exposition certaine qui a été apportée au sein du club, mais je pense aussi qu'on recrute ce style de joueur-là pour justement gagner les matchs importants. Est-ce qu'il n'a pas été recruté pour justement gagner les matchs comme contre Barcelone? Si, forcément. Forcément. C'est ta tête d'affiche. Et voilà, tu envoies ton meilleur soldat sur les plus gros combats. Donc voilà, après, comme tu disais justement, il y a une question de partage qui me semble importante. Et le fait que ce ne soit pas lui qui soit maître des résultats uniquement, c'est le signe que le projet réussit. Voilà, après, il faut se poser juste la bonne question de savoir pourquoi est-ce que le club l'a recruté. Je ne pense pas que ce soit qu'une stratégie sportive. Il y a une vraie stratégie de passer un cap à tous les niveaux. Il apporte une expérience, une culture, un professionnalisme qui est important. Et je suis persuadé que tous les joueurs d'Access en profitent au quotidien. Donc c'est le club qui est gagnant. Vous pensez que lui, il est conscient en fait, des attentes qu'il y a sur ses épaules, justement? Il est capable de supporter peut-être cette attente-là, de répondre présent le jour où il faut répondre présent? Il en est capable? Tu l'as vu sur le terrain en direct? Tu penses qu'il en est capable? Écoute, tout le monde attendait son premier match en France. Il a mis 3 buts. Voilà, il a répondu présent. Il est resté abordable et dynamique toute la journée. Après, réponse fin février contre Barcelone. On verra s'il répond encore présent. Mais jusqu'à présent, il n'a jamais déçu personne, ni avec ses clubs successifs, ni avec sa sélection. Donc, on verra. Toi, tu le vois comment ce match justement contre Barcelone? C'est un grand moment pour tout le futsal français quand même. Voilà, c'est ça. C'est un grand moment, une grande fête. Après, attention, on n'est pas sur l'histoire qui se répète avec les débuts de la sélection sur la scène internationale, les débuts des clubs français en UEFA. On n'est pas là-dessus. On est sur un vrai match à enjeu où Access a une vraie carte à jouer. Donc voilà, tout le monde l'attend parce que c'est un gros choc. On n'avait jamais eu une opposition comme celle-là avec la sélection. La sélection a affronté l'Espagne, mais voilà, là en club, c'est quand même assez inédit. Et puis forcément, c'est un duel sportif qui est alléchant. Access pourra compter sur Ricardinho pour cette rencontre, mais pas seulement parce que le club s'est renforcé cette semaine. C'est une information qu'on peut vous donner en exclusivité dans Futsal Club. Il est brésilien, naturalisé azéri, il s'appelle Edu. Il a déjà évolué dans les rangs d'Access, c'est en 2018 avant de rejoindre le club de Algoïc en Belgique. Et il a donc rejoint Access cette semaine. Vous connaissez un petit peu ce joueur? On l'a vu en passé en France il y a 2 ans. Ouais. Très bon joueur. Et surpris de sa venue. De son retour? J'apprends ce soir, ouais. Après, c'est peut-être aussi comme le gardien qui a rejoint Mouveau en raison de l'arrêt du championnat là-bas. C'est une opportunité pour Access de faire revenir son ancien joueur. Voilà, et ça évite que les joueurs restent sans rien faire pendant 6 mois. Et puis du coup, ça renforce aussi Access qu'on a besoin, je pense. Il peut apporter quoi de plus au collectif qu'il y a actuellement? Il connaît déjà le club. Pareil, son expérience. C'est un international, donc... Je pense qu'il va ramener que du positif. Et puis si Access le prend, c'est qu'il connaît aussi ses qualités et ce que lui peut apporter à cette équipe. Tu le connaissais, Christophe? Ouais, je le connais bien, effectivement. Du bien. C'est un joueur ultra compétitif. Voilà. Donc là, dans la période charnière que va vivre Access, c'est une recrue de choix. Voilà. Déjà pour compenser les absences, les départs. C'est un prêt. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, Access pourra profiter de son talent pour quelques mois et quelques matchs. C'est une bonne plus-value. Et puis ça, voilà, je te disais, ça va compenser les départs au début de l'hiver, et puis là, l'absence de Coelho suspendu, donc c'est tout bénef. Messieurs, on va ouvrir un chapitre important à présent, le chapitre équipe de France, les Bleus, qui étaient de retour au mois de décembre. Le 8 décembre, ils ont affronté la Géorgie, un match nul, 4 buts partout. Le sélectionneur Pierre Jacqui a appelé 15 joueurs pour affronter cette fois l'Arménie. Ce match, c'est aujourd'hui à 14h dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2022, alors qu'on aperçoit la liste des joueurs convoqués. Abdessamad Mohamed, lui, a dû déclarer forfait, touché par le Covid. Les joueurs ont rejoint Clairefontaine cette semaine. La semaine dernière, ils se sont envolés dimanche vers Erevan, la capitale arménienne. Immersion dans les coulisses de ce rassemblement grâce aux caméras de la Fédération française de football. Après 5 semaines de blessés, on est de retour. Hein. On va essayer de faire les choses bien. Le meilleur. Salut. Comment tu vas? Ça va, tranquille. Il est beau mon Landry, hein. Il est beau. Hein?
Plus de 35 ans, c'est contrôle technique obligatoire. Vous êtes de retour, j'imagine? Ouais, franchement ça fait plaisir. Hein. Ça m'avait manqué quand même parce que voilà, j'étais pas là la dernière, mais bon, maintenant je suis de retour, je revois les gars, franchement ça fait très plaisir. Profite bien. Merci. Mais franchement, je peux te dire une chose. Comme j'ai appris sa convocation à lui, j'étais archi content ou pas, je t'ai appelé direct. Et quand j'ai vu sa convoque, franchement, ça m'a fait grave plaisir. Bon, maintenant ils vont me prendre ma place. Mais... accepter. Non, on l'a lâché comme ça. Pas encore. On l'a lâché, gros. On a 2 mois et là tous les jours il faut penser à l'équipe de France, il faut tout mettre en œuvre pour ça, même s'il y en a forcément et tous, vous avez aussi de très beaux challenges en club. Ça c'est chaud, Il faut. Il fait froid là, il faut s'échauffer direct Ludo. C'est très important pour être bien dans la chaussure. Les Bleus qui se préparent donc pour un calendrier difficile à aborder. On va le découvrir, ce calendrier de l'équipe de France dans ses qualifications pour l'Euro 2022. Je vous le disais, donc la France qui a fait un match nul avec la Géorgie pour son premier match. Aujourd'hui, ils affrontent donc l'Arménie. Puis derrière, une double confrontation face à la Russie, la Géorgie. Et puis encore l'Arménie. On va voir le groupe 2, le groupe de l'équipe de France avec ses 3 autres équipes. Et donc cette équipe qui fait peur, la Russie qui s'est encore imposée ce mardi 4-0. Ce sera le deuxième match de l'équipe de France donc, dans ses qualifications face à l'Arménie pour les Bleus. L'Arménie qui a également affronté la Russie dans cette poule. Une victoire 6-0 de la Russie. Cette équipe qui fait très peur, la Russie. Qui a donc écrasé l'Arménie. Bon, premier match, c'est celui de l'Arménie. On va voir les images de cette équipe arménienne face à la Russie. Messieurs, est-ce qu'on doit avoir peur de cette équipe arménienne? Déjà, c'est une équipe qu'il faut respecter. Hein. Je veux dire, ils ont naturalisé 2 joueurs russes. Donc ça prouve aussi qu'ils ont de l'ambition. Ils vont jouer leur chance crânement. Hein. Donc voilà. Après, nous, avec l'absence d'Abdessamad Mohamed, c'est un point un peu négatif. Mais bon, vu que c'est un collectif, l'équipe de France, je pense que voilà, on ne va pas trop en pâtir non plus. Après, voilà, il faudra être sérieux, jouer à fond et c'est un match déjà décisif en fait parce que le vainqueur de ce match-là. Oui, parce qu'on a aussi fait match nul contre la Géorgie. Donc là, c'est victoire presque obligatoire. Ouais. Presque obligatoire parce qu'après on joue 2 fois la Russie. Clairement, si on arrive à prendre déjà un petit point face à la Russie, ce serait déjà énorme. Donc c'est déjà un match décisif. Donc, On rappelle le règlement, tous les premiers donc de chaque poule sont qualifiés et les 6 meilleurs deuxièmes sont qualifiés. Puis ensuite il y aura une confrontation entre le 7e et le 8e meilleur deuxième et le vainqueur de cette confrontation sera aussi qualifié. Donc il faut absolument finir dans les 2 premiers pour pouvoir se qualifier pour cet Euro. Christophe, tu y crois ce groupe France? Ouais, j'y crois. Ouais. J'y crois parce qu'il a déjà performé, donc il est capable de le refaire. C'est quand même un groupe qui construit de la continuité, c'est vraiment intéressant. Après, comme tu disais, hein, concentration, c'est important. C'est ce qui va faire la différence entre le défaut ou l'excès de concentration, prendre les matchs au sérieux, mais tout en gardant cette folie qui a animé l'équipe de France quand elle n'avait rien à perdre. On se souvient du match nul contre l'Espagne et les bons résultats à l'Euro. Voilà, cette équipe-là, elle est pleine de ressources quand elle reste focus sur le jeu et qu'elle prend du plaisir. Donc,
si elle veut nous donner du plaisir à la télé, il faudra qu'elle en prenne sur le terrain et justement, c'est la grande question à se poser. Est-ce que là, être au pied du mur, ça va pas les brider? J'espère pas. En tout cas, ils sont tout à fait capables de passer haut la main ce groupe-là. Alors c'est sûr que c'est un match décisif parce que derrière forcément double confrontation contre la Russie, mais peu importe le résultat contre cette sélection, est-ce qu'ils peuvent pas envoyer un message aussi aux autres sélections et de faire un bon résultat contre la Russie? Vous y croyez ou on part défaitiste et c'est 2 défaites? Non, il faut et puis c'est la mission de la sélection. La sélection elle a pour vocation aussi de nous représenter sur la scène internationale et de crédibiliser les projets français et les qualités de la France. Donc si elle joue pas sa chance crânement contre la Russie et les grosses nations, voilà, entre guillemets, on n'est pas... Florian, tu fais un résultat contre la Russie, t'envoies un message là. C'est sûr, après on peut très bien perdre contre l'Arménie et gagner la Russie. On l'a prouvé contre l'Espagne, on menait, et bon, on fait 4-4. Il y a 2 ans à l'Euro, 3 ans maintenant. Ouais. Donc c'est tout à fait possible de battre la Russie. Sur un match, tout est possible. Après, prendre 6 points, c'est autre chose. Mais c'est pas impossible non plus. On a une belle équipe et comme disait Christophe, sur la continuité surtout. Ils se connaissent très très bien, c'est un groupe très soudé. Donc ils savent ce qu'ils ont à faire. Et ça se jouera à des détails, pareil, la Russie, je pense. En tout cas, avant de penser à la Russie, il faudra d'abord battre l'Arménie et à en croire Samir Alaa. Ce match, c'est un tournant. Franchement, on a regardé le match tous ensemble à Clairefontaine, les Russes qui accueillaient les Arméniens. Donc, voilà, si on entend juste par message de dehors ou de l'extérieur sans les avoir vus, ou les regarder vraiment spécialement, on peut se dire que c'est un match qu'on a grande chance de le gagner facilement et tout, mais en fait quand tu regardes bien la vidéo et regardes bien le match dans les détails, c'est une équipe qui a vraiment progressé, qui en plus a naturalisé pas mal d'étrangers, dont des Russes, donc sur l'aspect tactique et même physiquement et tout, c'est une équipe qui a franchi un palier. Et en regardant le match contre les Russes, je peux te dire que ça va être un gros morceau. En plus, ils sont chez eux. Et c'est une équipe qui a pas mal de caractéristiques identiques aux nôtres, c'est-à-dire qu'ils ne lâchent rien et qui sont bien compacts. Donc je pense que ça va être un match très très compliqué, mais voilà, qu'il faut aborder avec nos qualités et puis surtout avec assurance. Il y a 6 matchs, mais étant donné le match nul chez nous contre les Géorgiens, voilà, il ne faut pas se voiler la face. On sait que les Russes, ça va être très très compliqué d'aller les accrocher, malgré qu'on va tout donner contre eux et on va faire en sorte de prendre des points contre eux. Mais voilà, force est de constater qu'aujourd'hui, la deuxième place, c'est là où ça va vraiment être notre objectif, d'aller la chercher. Et là, la deuxième journée, étant donné qu'on a fait match nul contre les Géorgiens chez nous en plus, c'est vrai que ça va être un match crucial. Et puis voilà, on peut parler déjà de tournant et d'une route qui va s'ouvrir par rapport à ce résultat. Et on espère qu'il sera positif pour continuer de regarder sereinement devant nous et puis accrocher cette deuxième place. Allez messieurs, le petit jeu des pronostics pour finir cette émission. France-Arménie. Arménie-France. 1-4 pour l'équipe de France. 2-4 pour moi, match plus accroché quand même. Ouais, bon, vous êtes confiant quand même, Samir. Je suis chauvin, 4-0. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que d'après vous, on va gagner. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes en régie autour de Nicolas Eberswiller, Sonia Nasser, Mani Pezec et Alexandre Larochelle. Merci, vive le futsal et on se retrouve la semaine prochaine.